Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette session européenne, deuxième session européenne. Que de chemin parcouru sur les 3 dernières années. Commencer à parler d'Europe uniquement pendant les informations professionnelles du mercredi. L'année dernière, on était en session partagée et aujourd'hui, on a la chance de nous prêter l'amphithéâtre pour pouvoir parler ensemble des problématiques européennes. Donc déjà, je voulais remercier l'organisation du congrès de la confiance qui nous porte en nous donnant cette session. J'espère qu'ils ont eu raison de nous faire confiance, vous me direz ça à la fin. Et donc du coup, puisqu'on a eu de grosses journées où on a parlé d'IA, de choses très compliquées qui nous ont demandé de beaucoup réfléchir, on va finir finalement cette journée sur un sujet des plus légers, la crise démographique en pharmacie hospitalière, un sujet qu'on aime, qu'on apprécie de discuter tous ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on va vouloir discuter ensemble, ça va être le fait que ce soit pas un problème franco-français, c'est un problème plus qu'européen, même mondial. Et on va essayer aujourd'hui d'esquisser les solutions européennes qui pourraient être apportées. Et pour ça, j'ai préparé cette session avec donc une personne qu'on aurait aimé avoir aujourd'hui, mais malheureusement qui est absente. C'est donc Nenad Milivojević, qui est donc le président de l'Association européenne des pharmaciens hospitaliers, et qui est aussi le président du Conseil européen d'accréditation et d'enseignement pharmaceutique, le CPHA. Il s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, parce qu'en fait, demain, le AHP organise pour la première fois un nouveau modèle de congrès à Florence. Et Montpellier-Florence, ça ne se fait pas facilement. Donc c'est pour ça malheureusement qu'il n'est pas présent, mais il a participé activement à la conception de cette session. C'est une session aussi qu'on a fait avec Véronique Berlot, qui elle est là aujourd'hui dans la salle. Merci Véronique, donc qui est une éminente élue au Conseil national de l'ordre des pharmaciens notamment, mais elle est aussi déléguée au collectif français pour la pharmacie hospitalière en Europe. Un collectif que je coordonne moi-même, en plus de mon activité de conseiller du SNPH. Puis, comme je suis tout seul dans la salle, je vais s'organiser un peu différemment, histoire de rendre ça un petit peu plus vivant. Je vais éviter de rester derrière mon pupitre. Hop, et je vais prendre ça. Donc du coup, ce nouveau congrès qui nous a happé Nenad aujourd'hui, c'est l'EHP Boost. Qui a un thème qui, au final, est très proche de ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'automatisation et sur la production de médecine et sur toutes les nouvelles technologies. On a aussi aujourd'hui la chance d'avoir un membre du conseil scientifique de l'EHP, le docteur Clément Delage, qui pourra nous en parler s'il en ressent l'envie, même si je ne vais pas vous cacher que c'est un peu tard pour s'inscrire, étant donné que c'est demain matin à 8h. C'est un peu short, je suis désolé. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je voulais quand même faire un petit point, parce qu'on a quand même beaucoup plus de monde que d'habitude sur la session européenne, eu égard à la taille de l'amphi, mais aussi du fait qu'on soit sur la session d'un jeudi, pour vous présenter un peu l'EHP, qui n'est pas forcément très bien connu dans nos contrées. L'EHP, donc c'est l'Association européenne des pharmaciens d'hôpitaux. Ça représente 27 000 pharmaciens dans les 37 pays européens. Vous voyez, c'est un peu plus large que l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on parle de représentation européenne et pas Union européenne. Et c'est la seule association d'organisation nationale qui va représenter les pharmaciens d'hôpitaux au niveau européen et international. Il n'y a pas d'association internationale de représentation de pharmaciens hospitaliers. Même si on en parlera, il y a une association américaine. Ça représente aussi 180 établissements d'enseignement supérieur qui proposent des études de pharmacie parmi les 25 États de l'UE. Ça, c'est les données de 2011. Ça bouge un peu. Si, aussi, pour vous rassurer, comme vous avez vu que je présente tout seul, on va pas mal essayer de communiquer. Donc, vous pouvez me couper à n'importe quel moment. On fera courir malheureusement notre hôtesse du jour qui vous donnera le micro. Donc si vous avez une question, levez la main, levez-vous de manière à ce qu'elle puisse une question, une remarque d'ailleurs, de manière à ce qu'elle puisse vous passer le micro.
Et je vous rassure aussi autre chose, il était prévu 1h30, on fera moins, on ira à l'apéro un peu plus tôt, quand même. Donc ça, c'était pour la présentation de l'EHP. Les objectifs de l'EHP, comme c'est marqué sur cette diapo, donc ça va être de développer la pharmacie hospitalière et de promouvoir l'utilisation optimale, la plus optimale et la plus sûre des médicaments et dispositifs médicaux pour le bénéfice des patients, bien entendu, à travers l'Europe. Ça va être d'élever globalement l'éducation et la formation des pharmaciens hospitaliers au niveau de spécialisation. Ça, on va revenir dessus, parce que pour nous, c'est évident, mais ce n'est pas forcément évident dans tous les pays. Et maintenir un développement professionnel continu. Et enfin, de défendre les intérêts, de promouvoir la position des pharmaciens hospitaliers européens dans le système de santé, au niveau de l'UE notamment, mais de toutes les autorités nationales surtout. Et donc, comment on est représenté, nous, Français, au niveau de l'EHP? Il existe, probablement à notre insu, un collectif français qui effectue cette représentation. Alors, il n'y a pas de logo du collectif. Je suis désolé, c'est très moche, du coup, c'est fait maison. Voilà. Je l'assume un peu. Donc, ce collectif, ça fonctionne comment? C'est un contrat entre toutes les syndicats, sociétés savantes, associations que vous pouvez retrouver ici. Donc, on travaille tous ensemble de concert pour représenter la France à un niveau européen. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve le CNPHPU, on retrouve le SINPREF, on va retrouver la FNSIPBM, donc les internes sont représentés, la SOFRA pour la radiopharmacie, la SFPC, le club d'utilisateurs des automates qui nous a rejoint très récemment, et Europharmat pour les dispositifs médicaux. Donc voilà, ce collectif, il est constitué donc de toutes ces sociétés qui nous désignent des délégués qui vont pouvoir donc discuter des intérêts de la France à un niveau européen. Et donc tout ça est géré par un coordonnateur élu pour 3 ans, et en l'occurrence en ce moment c'est moi. Petit forçage et un petit clin d'œil à Valérie Minetti qui adore les QR codes. Si vous voulez suivre l'actualité de la représentation française, ça se passe sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre le groupe du collectif français sur LinkedIn pour avoir les dernières informations. Comme en général, pour que ça fonctionne un max, il faut forcer un petit peu. Vous retrouverez ce QR code un petit peu tout au long de la présentation. Donc si vous n'arrivez pas à le flasher tout de suite, ce sera plus tard. Revenons à nos moutons. À un niveau européen, qu'est-ce qui se passe? La Commission européenne, que vous connaissez tous bien entendu, a une stratégie pharmaceutique pour l'Europe. C'est récent sans l'être, ça a surtout vraiment explosé depuis la problématique du Covid, forcément. Dans cette stratégie, finalement, vous avez le fait d'innover au maximum au niveau des médicaments et de rendre les médicaments accessibles le plus possible. Ça va être aussi de travailler sur la réduction des problèmes d'approvisionnement en médicaments, de rendre compétitif l'Union européenne. Tout ça, c'est une stratégie globale de la pharmacie, pour la pharmacie, pour les médicaments, à un niveau européen. Malheureusement, pour les dispositifs médicaux, à un niveau européen, pour le moment, c'est encore un peu sous-développé. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup de medication. Comment a évolué la vision européenne du pharmacien à l'hôpital? Alors si je vous refais tous ces petits points de base pour commencer, c'est finalement pour comprendre un petit peu dans quel environnement on se positionne quand on parle de problèmes démographiques à un niveau européen. Donc, au final, on voit que, notamment vis-à-vis des rapports qui ont été effectués par le AHP au début des années 2000, on commence à parler de pharmacie des hôpitaux. C'est quelque chose qui était quasiment inconnu à un niveau européen avant, d'où l'intérêt de travailler avec le AHP, qui va finalement positionner toutes ses connaissances et ses compétences au niveau de la Commission européenne. Par la suite, on commence à voir tout l'intérêt des pharmaciens hospitaliers. Je pense qu'on peut faire ça. On peut, dans différentes revues. Donc là, c'est une revue spécialisée en pharmacie. Là, en l'occurrence, en mettant un focus sur la capacité d'approvisionnement des pharmacies hospitalières. Et même sur des instances tout aussi européennes, mais moins officielles,
enfin quand même assez officielle, puisqu'il s'agit de l'OCDE, on voit que au niveau de l'OCDE, on commence à aborder les différents types de pharmaciens, tels que les pharmaciens qui travaillent en officine, mais aussi en industrie et à l'hôpital. Donc la différence est déjà bien ancrée dans ce type d'institution. Pour finir un petit peu ce panorama, même si on essaie de sortir de ce dogme-là en France, compliqué ce schéma, on voit les sphères d'influence des différents acteurs du monde de la santé et leur importance. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, malgré notre envie et nos besoins de replacer le patient au centre du circuit de santé, on voit que toujours l'acteur qui va avoir le plus d'impact plus d'influence sur les problématiques en termes de circuit du produit de santé, ça reste les professionnels de santé eux-mêmes. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de l'importance que peut apporter la main-d'œuvre globalement en termes de professionnels de santé sur la santé des populations. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé au niveau européen et qui est maintenant totalement su. Et donc du coup, parce que ce n'est pas juste un problème européen, mais c'est un problème mondial, il y a quand même des sociétés qui travaillent à la reconnaissance de la profession de pharmacien hospitalier dans le monde. La SHP, donc ça, on en parlait tout à l'heure, c'est l'association américaine des pharmaciens hospitaliers, a travaillé sur une communication grand public pour expliquer quel était l'impact du pharmacien hospitalier, notamment sur les problématiques de rupture en médicaments. Donc ils font du travail plutôt sympa et je pense qu'on pourrait travailler aussi de cette manière de notre côté. Face à une crise démographique annoncée et visible à un niveau européen, le AHP a commencé à travailler à des positions qui pouvaient soutenir dans nos instances et notamment au niveau de la Commission européenne. Pour ça, ils ont une stratégie en trois parties. La première, forcément, c'est de pouvoir évaluer les besoins actuels et les futurs besoins en termes de personnel pharmaceutique. La deuxième, ça va être de proposer des mesures à court terme pour gérer l'augmentation de la charge de travail et améliorer la qualité de vie au travail, le maintien de l'activité pharmaceutique en établissement de santé. La dernière, ça va être des plans à beaucoup plus long terme pour garantir une main-d'œuvre qui va être adaptable, polyvalente et résiliente. Là aussi, on va revenir là-dessus de toute façon au fur et à mesure. C'est les grandes lignes. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces... Enfin, qu'est-ce que l'EHP nous propose de faire vis-à-vis de ces problématiques-là? La première, c'est qu'on va pouvoir avoir une action à un niveau local, au niveau de nous, des pharmaciens, de nos organisations professionnelles, SNPHPU, SIMPREF, les sociétés savantes, et bien entendu de l'ordre des pharmaciens en ce qui nous concerne. La première, ça va être de promouvoir l'évolution des rôles des pharmaciens hospitaliers, ou même de promouvoir juste les rôles du pharmacien hospitalier, parce que le grand public ne nous connaît pas forcément. Ça va être de mettre l'accent sur la nécessaire coopération entre nos autorités sanitaires et sociales, le ministère, le système éducatif, nos facs, etc., et les payeurs, en l'occurrence, c'est aussi le ministère chez nous. Bon, comme c'est des documents européens, il faut les adapter un petit peu à nos systèmes à nous. Ça va être de valoriser le métier pour le rendre le plus attractif possible, pour le grand public, mais aussi pour les plus jeunes, de manière à ce qu'ils puissent s'engager dans cette voie avec nous, et de coopérer avec les universités pour travailler avec les étudiants. Ça, c'est les propositions à un niveau local. C'est beaucoup de communication à un niveau local, hein, forcément. À un niveau beaucoup plus national. Donc ça va être le niveau national, ça va être avec les ministères, donc nos décideurs, globalement, mais aussi, c'est vrai qu'on en parlait ce matin avec Vincent Lisowski, avec la conférence des doyens, etc. Tout ce qu'on peut faire finalement en termes de discussion. La première chose, c'est de former chaque année un nombre suffisant d'étudiants pour développer fortement la profession de pharmacien dans chaque pays. Alors, vous nous direz, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Finalement, cette année, il a été décidé d'augmenter le numerus clausus du nombre d'internes en pharmacie, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que
le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, on a tendance à réfléchir de manière rétroactive. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un problème de démographie, donc on commence à former plus d'étudiants, mais en espérant en voir la réponse que dans une dizaine d'années. L'objectif, et c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt en parlant de main-d'œuvre adaptable, polyvalente et résiliente, c'est surtout le côté adaptable et résilient en fait, de notre système sur lequel il faut travailler. Il faut réussir à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre d'évaluer les besoins futurs en professionnels de santé, ce que pour le moment on n'est pas capable de faire. Investir à la fois dans la profession et dans les infrastructures pharmaceutiques, parce qu'effectivement on investit dans l'humain et c'est très important, mais il va falloir aussi investir dans la totalité de nos infrastructures, que ce soit en termes d'approvisionnement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et on va revenir juste après, c'est vrai que c'est précisé juste après, mais en termes de technologie, de manière à pouvoir nous aider, nous accompagner et nous libérer du temps pharmaceutique. Et c'est vrai que ça, ils ont souhaité le préciser en travaillant sur ce résumé des positions, en utilisant l'automatisation dès que c'est possible, en accompagnement le développement des nouvelles technologies, qu'elles soient informatiques ou autres. Ça comprend bien entendu les IA, le machine learning, le deep learning, pour aider les équipes pharmaceutiques dans leur prise de décision, ça on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et leur permettre de se concentrer sur les activités qui nécessitent le plus d'expertise pharmaceutique. Et c'est là où c'est intéressant d'intégrer les nouvelles technologies dans nos pratiques et de les intégrer dans cette problématique de crise démographique, c'est que finalement on va se retrouver avec ces nouvelles technologies qui vont pouvoir nous libérer du temps pour pouvoir valoriser au maximum les activités à haute valeur ajoutée pharmaceutique. Et enfin, promouvoir le transfert des tâches et l'évolution des rôles de la profession pharmaceutique. Et c'est là où on va pouvoir commencer à discuter de pouvoir transférer des tâches vers nos unités de soutien. Les unités de soutien, ça va pouvoir être les préparateurs en pharmacie hospitalière, plus ou moins les magasiniers, les administratifs, etc., en fonction des tâches qu'on voudrait leur donner. N'hésitez pas à me couper à tout moment, si je dis des sottises, n'importe quoi. Toujours dans ces mesures à court terme pour gérer la charge de travail et améliorer la qualité de vie au travail et le maintien de l'activité pharmaceutique en établissement de santé, l'objectif à atteindre, la possibilité de pouvoir maintenir un niveau de qualité de prise en charge optimal via les administrations hospitalières, donc nos directions, etc., qui doivent soutenir la formation continue, notre formation continue, pharmaceutique, mais aussi tout le personnel de soutien. Alors, personnel de soutien, c'est une traduction littérale de l'anglais. C'est quelque chose qu'on utilise assez peu en France comme terme, mais je trouve ça assez intéressant, parce qu'au final, ça comprend toute l'équipe pharmaceutique. Quand on parle du personnel de soutien, ça va être effectivement, comme je viens de le dire, les préparateurs en pharmacie, ça va être des magasiniers si on en a, les équipes des appros achats, ça va être, enfin voilà, c'est toutes les personnes qui concourent au circuit du produit de santé à l'hôpital. Donc, la formation aussi de ces équipes de soutien qui vont viser à transférer les tâches et à mettre en œuvre davantage les évolutions des professions pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'on se rajoute toujours beaucoup plus de missions. On l'a même vécu, même les plus jeunes d'entre nous ont déjà vécu des évolutions dans notre profession sur les dernières années. Mais de pouvoir transférer certaines de nos missions sur le reste des équipes de notre personnel de soutien pharmaceutique, de manière à pouvoir nous libérer du temps pour ces nouvelles missions et l'évolution de nos métiers. Mais bien sûr, dans le cadre d'une formation adaptée. Et embaucher davantage de personnel de soutien qualifié pour garantir que les capacités du personnel pharmaceutique soient utilisées de la manière la plus efficace possible. Ça va avec, c'est-à-dire que si on délègue une partie de nos activités sur nos collaborateurs, il faut s'assurer qu'on ne mette pas en tension une autre profession qui vient nous aider en leur donnant trop de missions et trop d'activités. Est-ce que je suis toujours clair ou est-ce que je vous ai perdu ? Ah, mais tu peux me poser des questions tout de suite, Valérie. D'accord, c'est à la fin. Valérie a décidé que les questions seraient à la fin, je suis désolé. En plaisante. Donc toujours sur les mesures à court terme,
puisque la crise, elle est tout de suite, on ne va pas proposer que des solutions à long terme. Il y a aussi certaines missions de l'EAHP, certains projets de l'EAHP qui s'intègrent tout à fait comme solution, comme partie prenante des solutions qui peuvent être utilisées pour résoudre cette crise. Dans un marché du travail qui est aussi interconnecté qu'en Europe, on parle de l'espace Schengen, investir dans la libre circulation du personnel pharmaceutique pour soutenir sa flexibilité peut faire partie des solutions. Et pour ça, il y a un projet qui s'appelle le Common Training Framework, qui est le cadre commun de formation, parce qu'on est en France, on va parler français, qui va nous permettre justement de répondre à cette problématique. Et on en reparlera un petit peu plus tard aussi. L'objet d'accroître l'attrait pour la profession en établissement de développement de carrière clair et une charge de travail gérable et améliorer, si nécessaire, les salaires et les avantages sociaux pour la rétention et le recrutement du personnel pharmaceutique. Oui, Valérie. Non, mais il va répéter sinon. Est-ce qu'il y a des spécialités de pharmacien hospitalier dans les autres pays? Alors, Valérie me demande s'il y a des spécialités de pharmacien hospitalier dans les autres pays. Alors, oui, il en existe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécialité? Finalement, à la limite, pour un officinal, tu as ton diplôme, tu peux aller remplacer peut-être dans un autre pays, parce qu'on a une reconnaissance des diplômes. Mais quand tu es hospitalier, vu que nous, il faut un DES, est-ce qu'il y a des équivalences de DES entre notre DES et puis dans des pays qui ont des équivalences? Et sinon, parce que finalement, si on n'a pas de DES, je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup. Bah, justement, c'est tout l'objet, finalement. J'ai posé la question trop tôt, en fait. Non, pas du tout. Tu me permets de faire le lien avec la suite de la présentation. Merci beaucoup. C'est tout l'objet du cadre commun de formation. En fait, c'est de s'assurer que, donc c'est un petit peu ce que je vous ai marqué sur la diapo là. Le premier objectif finalement, c'est de s'assurer, c'est de pouvoir améliorer la qualité, la sécurité et l'équité de l'accès aux soins des patients dans tous les pays européens, c'est-à-dire finalement de réussir à standardiser, de normaliser la plus haute qualité de prise en charge pharmaceutique sur le territoire européen. Donc effectivement, ça s'encadre avec une certaine spécialisation. D'accord ? La spécialisation, finalement, c'est ce qu'on a nous. C'est-à-dire qu'on est tous pharmaciens, mais il y a des pharmaciens officinaux, il y a des pharmaciens hospitaliers, etc. Donc ça, c'est en termes européens, ils appellent ça la spécialisation. Et le second objectif, ça va concerner bien sûr la qualité de prise en charge du patient sur tout le territoire européen, l'amélioration de la mobilité de la main-d'œuvre des pharmaciens et les avantages qui découlent de cette mobilité. Finalement, il n'est pas totalement exclu que pour les générations qui vont sortir de nos facs dans les prochaines années, aient un attrait pour ce type de mobilité internationale. Qu'elles n'aient pas forcément envie de rester enfermées toute leur carrière sur le territoire national. Et de toute façon, les échanges, de toute manière, effectivement, comme on l'a dit, en termes de qualité de prise en charge de nos patients, les échanges internationaux, ça a toujours été bénéfique. Et enfin, ce CTF, c'est aussi un outil stratégique qui est vital, au moins pour l'EAHP, mais de toute façon pour tous les pharmaciens hospitaliers, pour la réalisation des déclarations européennes en pharmacie hospitalière. Et vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Ben, ça tombe bien, je vais vous en parler. J'ai répondu à ta question tout à fait. Donc, la réponse est, il y a certains pays qui ont des spécialisations, d'autres non. Et de toute façon, à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Oui. Pour le DES. Alors, je vais compléter. Pour la situation en Europe, effectivement, il y a globalement trois types de formation, enfin, de cas, en tout cas, pour exercer la pharmacie hospitalière. Il y a les pays qui ont un internat comme on a en France. Il doit y en avoir 5 ou 6. On en reparlera probablement après. Il y a les pays qui vont avoir une formation de pharmacien et qui, derrière, vont demander une spécialisation, un diplôme d'1 ou 2 ans supplémentaires pour pouvoir exercer en pharmacie hospitalière. Et puis, il y a les pays où, en fait, il n'y a pas spécialement de législation et pour lesquels n'importe quel pharmacien peut exercer en pharmacie hospitalière. Et en fait, il y a une reconnaissance du diplôme avec le décret d'exclusivité d'exercice. C'est précisé dans le décret d'exclusivité d'exercice en PUI que pour pouvoir exercer, il faut être soit titulaire du DES en France, soit avoir exercé pendant 10 ans pour ceux qui étaient déjà en poste. Mais avec la reconnaissance des diplômes de l'Union européenne,
les personnes les pharmaciens qui ont un diplôme dans leur pays peuvent venir exercer en France. Et donc, si c'est des pays qui ont une formation spécifique pour la pharmacie hospitalière, il faut qu'ils aient cette formation, il faut qu'ils aient ce diplôme-là. Et là, ils peuvent venir exercer sans problème en France. Si dans leur pays, il n'existe pas de formation spécifique pour exercer la pharmacie hospitalière, il faut qu'ils justifient d'une expérience de 2 ans en pharmacie hospitalière dans les 10 dernières années pour pouvoir venir exercer. Voilà. Mais pour info, du coup, et pour illustrer un peu la crise justement de RH dans toute l'Europe, moi, quand j'ai voulu recruter un assistant ou un pharmacien en tout cas pour mon hôpital, j'ai fait appel au réseau, donc comme Geoffroy le disait, je suis au conseil scientifique de l'EHP, donc à tout le conseil scientifique qui a relayé ma fiche de poste que j'avais fait en anglais, etc., en disant on est ouvert à toutes les propositions, j'ai eu une seule réponse d'une pharmacienne qui était serbe, manque de bol, ça fait pas partie de l'Union européenne, donc elle n'a pas pu venir travailler chez moi. Donc en fait, c'est pour dire que en fait, tout le monde cherche en Europe et que c'est très compliqué, même en allant chercher dans les autres pays européens, de trouver des candidats. Merci beaucoup pour cette précision, c'est parfait. Donc voilà. Clément Delage, du coup pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce qui nous permet effectivement, donc l'outil, enfin le Common Training Framework était aussi un outil pour pouvoir mettre en place les déclarations européennes pour la pharmacie hospitalière. Donc ça me permet de vous en parler aussi un petit peu. C'est l'un des projets principaux de l'EHP, l'un des projets les plus importants, qui vise à promouvoir les compétences requises pour un minimal, même maximal, les compétences requises pour un pharmacien hospitalier. C'est divisé en 6 sections. Et c'est disponible et traduit en français sur le site de l'EHP. D'ailleurs, rassurez-vous, c'est le cas de beaucoup des documents qui sont sur le site de l'EHP, puisqu'historiquement, l'EHP a pour langue officielle de langue, c'est le français et l'anglais. Oui. On vient d'évoquer le fait qu'il n'y avait que 5 ou 6 pays qui étaient sur le modèle français ou équivalent, et du coup, promouvoir les compétences, c'est quoi? C'est du nivellement par le haut ou par le bas, en fait? Alors, j'avais pas prévu de vous montrer la totalité des déclarations européennes pour la pharmacie hospitalière. Donc, je vous ai mis le lien quand même, si ça vous intéresse d'aller fouiller plus précisément. Je vous ai quand même décrit les 6 sections pour vous donner une idée. On parle globalement, on screen quand même globalement la totalité de la pharmacie hospitalière. Et pour vous donner une idée, globalement, quand on évalue notre complétude en France, dans nos pays, des déclarations européennes, même nous, on ne va pas à 100% les remplir. Donc c'est plutôt vers le haut, si ça peut vous rassurer. Si tant est que les collègues soient capables d'être polyvalents sur l'ensemble de ces modules. Alors, c'est pas... Attends, oui. excuse-moi. Oui, je reprends parce qu'avant, il y a eu effectivement la table ronde sur l'IA et donc on parlait de rajouter des compétences et de formation sur l'IA. Je ne sais pas s'il est encore possible que des gens soient hyper compétents à la fois sur les DM, à la fois sur la stérilisation, à la fois sur toute l'innovation thérapeutique, sur la pharmacotechnie. Enfin, je reprends un peu les thèmes qui ont marché. Oui. Donc, en fait, les déclarations européennes, elles sont pour la pharmacie hospitalière et pas pour le pharmacien hospitalier. Je pense que c'est majeur comme différence. Parce qu'effectivement, un petit peu comme le modèle qu'on a chez nous en France, chaque pharmacien hospitalier n'a pas les compétences pour pouvoir effectuer la totalité des missions qui sont demandées par une pharmacie hospitalière. Donc là, ça, c'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, ça me permet d'aborder aussi un outil... Deux remarques. Oui, pardon, oui. Je découvre ce tableau. Il n'est pas acceptable. Quel tableau, pardon? La liste des sections. Les déclarations européennes ont à peu près une dizaine d'années, je pense. Il n'y a pas la stérilisation ni les dispositifs médicaux. Alors, il n'est pas acceptable pour nous. Les dispositifs médicaux font partie des déclarations. Ça fait partie des missions qui sont promues par l'EHP. La stérilisation, effectivement, ne fait pas partie des missions qui sont actuellement promues par l'EHP. Et l'autre remarque, c'est que sur les pays
en France, à ma connaissance, sur les pays qui n'ont pas l'équivalent de ce qui existe en France, ça doit passer devant le Conseil supérieur de la pharmacie qui prend la décision. Oui, effectivement. C'est ce que j'avais en tête aussi. Et je pense que là, du coup, on a fait effectivement on a le circuit complet pour qu'un pharmacien hors France puisse. Et qu'il est important qu'au Conseil supérieur de la pharmacie, on ne valide pas les gens qui n'ont pas l'équivalent du DES. Ça, c'est au Conseil de la pharmacie. Oui, oui, mais j'ai siégé longtemps au Conseil supérieur. Pas d'avis sur la question. Est-ce que vous avez d'autres remarques vis-à-vis des déclarations? Donc, les déclarations européennes, l'objectif est effectivement de pouvoir niveler, d'après moi, vers le haut, moins la stérilisation, les compétences requises pour la pharmacie hospitalière. Et dans ce cadre-là, afin d'évaluer le degré de maturité des pharmacies hospitalières européennes vis-à-vis de ces déclarations, l'EHP a produit un outil d'auto-évaluation que vous pouvez tous utiliser. En pratique, pour nous, pour les pharmacies hospitalières, c'est un moyen d'auto-évaluation de nos pratiques, mais aussi un très bon outil de pilotage de nos PBI. C'est gratuit, c'est une fois de plus traduit en français. Et c'est là peut-être que je vais te solliciter, Véronique, pour te faire un retour d'expérience, parce que toi tu l'as utilisé dans ton établissement. Oui, merci Geoffroy. L'EHP, effectivement, propose sur le site SATHP, où vous aurez le QR code à la fin de la présentation, un outil d'auto-évaluation. Alors, il est conseillé, et ce que j'ai fait en pratique, c'est de le faire avec une préparatrice, enfin, de ne pas le faire de façon isolée dans votre PUI. Ça prend quand même à peu près 1 heure. Les questions vont être retravaillées au niveau de l'EHP parce que la traduction n'est pas idéale et peut être interprétée de différentes façons. À l'issue vous avez à peu près quand même 1 heure de travail pour répondre aux différentes questions de cette auto-évaluation. Comme elle est traduite au niveau européen, il faut aussi cocher s'il y a des choses qui sont applicables à la France ou pas. Donc, soyez pas étonnés de ce type de questions. À l'issue, vous avez votre pourcentage par rapport à votre réglementation de satisfaction de vos obligations. Et vous pouvez vous comparer par rapport à des établissements similaires. Alors, vous comparez par rapport aux PUI qui ont travaillé sur le site à l'EHP. Donc, vous savez où vous arrivez à vous positionner. Vous pouvez vous positionner par rapport à l'Europe, par rapport à votre type d'établissement, le nombre de lits, si vous faites de la psy, si vous êtes du privé. Donc, vous pouvez vraiment vous comparer à autant de critères que vous voulez. Et ce que je trouve très pratique, c'est notamment, vous avez tout un plan d'action qui vous est proposé. Mais alors vraiment, vous faites un clic et si vous avez un projet de service à faire, c'est un super outil. Là, c'est vraiment... moi, je m'en suis servi, je trouve que c'est vraiment très bien. Et en plus, comme c'est enregistré, vous pouvez refaire 2 ans après ou à la fréquence que vous voulez pour voir effectivement où vous avez progressé. Donc facile, je dirais presque ludique. Et petite chose intéressante aussi, peut-être pour finir, que ce soit sur les déclarations européennes ou sur cet outil d'auto-évaluation, c'est qu'il y a une partie des déclarations, notamment au niveau de la section 4, qui sont citées dans le référentiel V2020 pour les certifications des établissements de santé de l'HAS. Donc en fait, utiliser l'outil d'auto-évaluation, c'est aussi vous préparer la certification. Non, tu peux le faire en plusieurs fois. C'est en gros, vous créez un questionnaire par PUI. Et vous pouvez, d'après moi, je pense que tu peux le faire en plusieurs fois. Véronique, oui, c'est bien ça. Hein. C'est pas obligatoire, mais d'autant plus que, alors, les retours d'expérience qu'on a eu, effectivement, c'est que le temps à y allouer peut être aussi dépendant de la taille de la structure dans laquelle vous exercez. C'est-à-dire que forcément, quand on voit des sections aussi différentes que l'achat, la distribution, que la pharmacie clinique,
que l'assurance qualité. Il y a des grosses structures type gros CHU où les équipes à réunir autour de la table pour pouvoir répondre de manière complète aux données vont être un petit peu plus importantes que d'autres. Donc ça peut être un petit peu plus lourd pour certaines équipes que pour d'autres. Il faut se le garder en tête au moment où on se lance. De ne pas se dire bon, j'ai une après-midi à tuer, je vais lancer ce projet-là. Pour moi, c'est vraiment un projet de service à part entière. Mais ça peut être valorisé, notamment au niveau à un moment de certification, en termes d'assurance qualité. Voilà, donc ça m'a permis d'aborder l'outil d'auto-évaluation. Pour revenir maintenant du coup sur les plans à plus long terme pour garantir cette fameuse main-d'œuvre adaptable, polyvalente, résiliente, ce qui a été mis en avant par l'Assemblée générale de l'EHP au moment de mettre en place ce résumé de position, c'est qu'on souhaiterait que les plans de gouvernement développent une formation de premier cycle qui fournit les connaissances professionnelles de base en pharmacie, qui puisse garantir par la suite aux pharmaciens d'obtenir les compétences requises en pharmacie hospitalière au moment où ils pourront accéder à la profession. Au final, on en a parlé ce matin, enfin, Vincent Lisowski l'a abordé ce matin sur la position des doyens vis-à-vis de l'accès aux études de pharmacie, de cette première année qui n'est pas pharmaceutique. Finalement, on peut comprendre à ce moment-là que la base de connaissances qui doit être inculquée à nos étudiants doivent nous permettre de pouvoir acquérir par la suite les compétences pharmaceutiques nécessaires. Oui. Chaque année, je vois arriver des étudiants en pharmacie à l'hôpital en 5e année. Ils n'ont pas vu l'hôpital, ils le voient à partir de la 5e année. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas sur un modèle médecine pour lequel effectivement les étudiants sont quasiment à mi-temps et si possible de voir l'hôpital assez tôt dans le cursus. Alors peut-être qu'il y a un lobbying des officinaux qui effectivement souhaitent nous absorber, voilà. Bon, c'était un peu compliqué ces dernières années, mais je ne comprends toujours pas pourquoi, effectivement. Alors, effectivement, remonter encore en PACES et compagnie, oui, c'est important. Mais ensuite, dans le cursus aussi, d'intégrer la pharmacie hospitalière et la connaissance de la pharmacie hospitalière. Là, je reçois à peu près 10 candidatures d'étudiants pour venir faire un stage à l'hôpital en 3e, 4e année. Voilà, mais il faudrait remonter encore. Les étudiants en médecine, ils sont très très tôt dans les hôpitaux. Hein. Oui, effectivement. Je crois que Giovanni a aussi une remarque. Soyons clairs, ce n'est pas un lobbying des officinaux, puisque je vous rappelle qu'on est en train, alors si on avait eu un gouvernement, ça serait fait, qu'on est en train, avec le R3C, de créer un DES pour la pharmacie industrielle et un DES pour la pharmacie d'officine, et que va avec ça, comme en médecine, la possibilité, enfin, l'obligation d'avoir un parcours spécifique pour changer de spécialisation en fonction du DES qu'on aura. Et donc, clairement, le texte qui est prêt, parce que la loi a été votée, mais il manque plus que le décret, et qu'on a un gouvernement depuis 3 jours, ça devrait passer. Alors maintenant, quand à la 5AHU, je suis d'accord sur le fait qu'on pourrait commencer plus tard, mais malheureusement, il y a eu un barrage des doyens. À Lyon, nous avions un externat qui commençait en 3e année, et on nous a obligés à le supprimer en 3e et 4e année au moment où la 5e année a été créée. Et il y a clairement un barrage des doyens non pharmaciens. Malheureusement, c'est vrai que, en l'occurrence, l'EHP ne pourra pas répondre à cette problématique qui est très locale. On est bien d'accord. Hein, et effectivement, c'est dommage que Vincent Lisowski n'ait pas pu venir ce soir, parce que je pense que ça aurait été un échange qui aurait été très riche. Qui aurait été peut-être un peu chaud. Riche. Mais effectivement.
Alors, justement, et ça, c'est intéressant. Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait de représentants de la FNIC PBM dans la salle. Pour répondre à ce type de questions, est en train d'être créé sur la volonté de l'Assemblée générale de l'EAHP depuis cette année, un réseau de jeunes pharmaciens européens, parce que malheureusement il n'y a pas l'internat partout, donc on ne peut pas dire le réseau d'internes européens, justement pour pouvoir travailler à l'attractivité, à cette question d'accès à la profession, aux questions... Alors, on n'ira jamais vraiment les aiguillonner sur les problématiques de formation, parce qu'il manque probablement un petit peu de recul pour pouvoir dire ce qu'il faudrait ou pas dans leur formation. Mais effectivement, sur tous ces problèmes-là, et sur les échanges sur leur parcours, etc., et ce qu'ils souhaiteraient voir développer pour la profession de demain, il y a donc du coup ce réseau qui est en train de se mettre en place, justement pour pouvoir répondre à ce type de questions à l'avenir. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de chiffres sur exactement ce qu'ils peuvent faire à travers toute l'Europe. Tu as une idée, toi ? Les notions d'externat et d'accès à l'hôpital de manière précoce sur les autres pays, je n'ai pas la donnée, non. Pour le moment, on n'a pas, mais ça va faire partie des objectifs possibles de ce nouveau réseau intégré à l'EAHP. Autre chose, donc ça c'était pour le début des études. Autre chose, et là on va revenir sur une notion qu'on a déjà un petit peu abordée, c'est d'établir des parcours de développement de carrière clairs pour l'ensemble du personnel pharmaceutique, y compris des systèmes de spécialisation bien développés. Finalement, on va revenir un petit peu à ce qu'on a discuté avec Valérie un petit peu plus tôt. C'est quelque chose qui est très soutenu par le AHP. C'est notre système d'internat et de DES spécialisant en pharmacie hospitalière. C'est aussi, effectivement, au-delà de la qualité de prise en charge, de la qualité de formation et de prise en charge de nos patients, des patients sensibles et des patients à risque dans nos établissements de santé, ça va être aussi un facteur d'attractivité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a remarqué que dans des pays qui n'avaient pas ce genre de spécialisation clairement affichée, au niveau de leur formation de pharmacien, il y avait un attrait beaucoup moindre pour la profession de pharmacien hospitalier. Alors qu'au moment où vous arrivez à la faculté et que vous voyez d'afficher qu'il y a une spécialisation en pharmacie hospitalière, c'est beaucoup plus attractif et on voit une augmentation de l'attrait pour cette formation-là. Donc on est soutenu sur l'obligation de DES pour pratiquer la pharmacie hospitalière à un niveau européen. Il souhaite aussi accroître la formation fondée sur l'expérience et les échanges en Europe. Donc ça, c'est un petit peu ce dont on discutait tout à l'heure. Alors, ça intègre effectivement cette notion de cadre commun de formation. Ça intègre aussi des échanges professionnels. C'est des projets qui sont montés à un niveau, au niveau de l'EAHP. C'est de pouvoir permettre à des pharmaciens qui auraient des compétences très particulières de pouvoir accueillir d'autres pharmaciens européens dans leur établissement afin de pouvoir échanger les compétences et les connaissances à tout travers l'Europe. Donc ça, c'est des réseaux qui sont en train de se monter à un niveau de l'EAHP aussi. Et enfin, adapter le programme d'études pour intégrer les évolutions de la profession. On a parlé toute la journée finalement, c'est que quand on voit se développer des intelligences artificielles, des flux spécifiques liés à l'automatisation, etc., il va falloir adapter la formation de nos étudiants pour qu'ils soient en capacité de pouvoir, le mieux possible et le plus efficacement possible, intégrer ces nouvelles technologies dans leur pratique. Est-ce que ça va bien ? Voilà. Donc, le plan pour en arriver là, comment le AHP va faire ? Parce que vous avez bien compris que le AHP, c'est aussi une pression de lobbying à un niveau européen pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures. A été commencée très récemment, en début septembre, une enquête sur tout le territoire européen qui vise à déterminer les besoins en termes de pharmacie hospitalière. Donc les objectifs de l'exercice, ça va être d'obtenir l'image la plus complexe possible de la situation dans les pays membres de l'EAHP. Les réponses qu'on a fournies, elles vont permettre d'établir des hypothèses qu'on va pouvoir tester ultérieurement sur différents pays
ressources et d'identifier les statistiques et autres ressources au niveau national qui pourraient être utilisées pour améliorer le projet. Grosso modo, quand le HP va effectuer ses actions de lobbying au niveau de la Commission européenne, au niveau du Parlement européen, il leur faut des datas, beaucoup de data, toujours. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils effectuent beaucoup d'actions d'enquête pour pouvoir apporter des statistiques, des problématiques, etc. Parce que c'est vrai que quand on débarque au Parlement européen et qu'on dit on a un problème, on n'arrive pas à embaucher les pharmaciens, la première réponse c'est ah bon et combien? Donc d'où les enquêtes, c'est important. Donc ça c'est en cours d'analyse des résultats de manière à ce qu'on puisse avancer sur le sujet. Et globalement, chacun de ces projets de l'AHP sont implémentés toujours, sur le même modèle. On commence par évaluer les besoins, puis les actions de lobby et les investissements en termes de temps, de RH, etc. sont effectués sur nos différentes sur les différents pays membres. Et enfin, on postule à des projets et on évalue les différents projets au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit implémenté officiellement sur le sol européen. Donc moi, je vais en avoir fini pour aujourd'hui. Vous aurez quand même pu avoir la chance de voir Nenad, même si vous ne l'avez pas vu en vrai. C'est quelqu'un de très ouvert et de très sympathique, et c'est surtout pour ça que je le voulais, c'est que c'est quelqu'un de très francophone, donc par conséquent qui parle très bien français et qui prendra toujours plaisir à vous répondre si vous avez des questions à lui poser. Au niveau du collectif français pour la pharmacie hospitalière en Europe, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez ici l'adresse mail, comme il faut forcer pour obtenir des gens sur les réseaux, je vous ai remis le QR code pour pouvoir suivre le LinkedIn du collectif, ce qui est aussi une possibilité pour contacter le collectif. Merci beaucoup. Parmi ce qui va se passer à un niveau européen sur les prochains mois, la prochaine année, là tout de suite, très très vite, il va y avoir la limite de soumission des résumés pour le prochain congrès de l'EHP qui se passe à Copenhague en mars. Donc la deadline, c'est le 9 octobre à 23h59. Et donc l'EHP est actuellement en discussion avec le CNP pour faire valider certaines des sessions pour que vous puissiez faire valider votre développement professionnel continu. L'objectif étant à terme de pouvoir obtenir des financements, vous, pour pouvoir partir sur ce type de congrès. Parce que Copenhague, c'est pas à côté, donc ça coûte un peu cher. Voilà. Et beaucoup plus proche, il y a aussi un autre projet qui est le Synergie Masterclass. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Rapide. Oui, les Synergie Masterclass, ça fait partie des nouvelles offres, enfin des anciennes offres qui avaient disparu avec le Covid parce que voilà, ça avait un peu tout été remodulé, qui reviennent. Ça va être des formations sur des thèmes très spécifiques qui durent 2 fois. Alors c'est sur 2 semaines à 1 mois d'écart et qui sont pendant 2 ou 3 jours, je crois. Et la première semaine, il y a des cours pendant les 2-3 jours, donc c'est il me semble que c'est en présentiel. Et la deuxième session, c'est sur des travaux qui sont faits entre les deux, d'application en quelque sorte de ce qui aurait été vu, et qui sont du coup commentés et discutés le mois suivant. Et donc il y en a, là il va y avoir une première masterclass là en novembre qui va être plus sur la gestion, le management, mais plus aspect financier, comment faire financer des projets, etc. Donc c'est un peu plus spécifique. Et il en est prévu un, mais je ne vais pas annoncer le thème parce que je crois qu'il n'est pas encore fixé. Ouais, c'est encore en discussion, je crois, mais il y en aura un autre au mois d'avril-mai. Voilà, donc restez connectés. De toute façon, via le SNPHPU et les autres membres du collectif, vous aurez les informations sur les thématiques. Et voilà, tu as parlé de l'abstract ou pas ? Pardon ? La deadline pour les abstracts ? Ouais, je répète encore, la deadline pour les abstracts, c'est le 9 octobre à 23h59. Voilà. Et oui, vas-y, je t'en prie.
Oui, tant qu'on... Voilà, j'en profite, je fais la promo du congrès de l'EHP. Il y a une sous-représentation des posters français. L'EHP est très en demande de communication de la part de la France. Pour info, je crois que l'année dernière, à Bordeaux, il devait y avoir une 50aine de posters français contre 250 posters espagnols. Donc, alors que les Espagnols ne sont pas meilleurs que nous, hein, clairement. Et je pense que voilà, n'hésitez pas à soumettre. Parce que c'est bien de montrer un petit peu ce qu'on fait en France. C'est hyper valorisant pour vous et puis pour la France, pour la pharmacie hospitalière française. Donc il vous reste 10 jours, un peu plus de 10 jours, donc n'hésitez pas à soumettre avant le 9 octobre vos travaux. Oui, en anglais évidemment, ouais. Il y a des outils super pour tout traduire. Il y a l'intelligence artificielle pour traduire, c'est facile. Donc je te remercie pour ce point. Il n'y a pas d'espagnol dans la salle, hein. Bon, on travaille beaucoup mieux qu'eux, donc il faut postuler. C'est pas vrai. Et donc du coup, on va avoir fini tout doucement cette session. Peut-être pour repréciser, pour être sûr, pour que vous compreniez bien le fonctionnement du collectif français pour la pharmacie hospitalière en Europe. Donc vous avez vu que pour le moment, on a cette structure représentative de notre profession qui adhère à ce collectif. Ça veut dire que de facto, quand vous êtes adhérent à l'une de ces structures, vous êtes adhérent à l'EHP. Et ça, c'est assez important parce que ça vous permet de pouvoir récupérer pas mal de choses, et notamment le journal de l'EHP qui s'appelle le JHP. Donc soit ça vous est envoyé directement à votre hôpital, vous ne le saviez pas, mais c'est parce que vous êtes adhérent au collectif et donc adhérent à l'EHP. Ou alors on est en train de travailler ça avec l'équipe de l'EHP directement en dématérialisé, en numérique. Je ferai passer par vos structures la méthode pour y avoir accès. Et donc, une fois de plus, gros forçage, n'hésitez pas. Le LinkedIn du collectif pour avoir les dernières news. Et ça, c'est le lien direct sur l'outil d'auto-évaluation. Vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un outil super et ça fera vraiment, ça va vraiment nous aider à faire évoluer notre profession dans le bon sens à un niveau européen. Oui, Gilles ? Tu n'as pas évoqué, alors c'est plus le moment, mais il faudra l'évoquer à un moment ou à un autre, les problèmes de codification UCD qui sont levés par le EHP à juste titre. Et alors j'en parle parce que depuis 3 jours ou 4 jours, on est inondé de mails et que j'en ai encore reçu un très intéressant pendant la réunion. Effectivement, ça fait partie. C'est un enjeu stratégique pour les pharmaciens hospitaliers. C'est vrai, effectivement. Alors aujourd'hui, c'était pas le thème. Aujourd'hui, c'était le terme de la démographie. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'ampleur des discussions qui peuvent se passer à un niveau européen. Là, effectivement, Gilles a abordé la question de la codification, à savoir les codifications que vous connaissez en France, UCD, CIP, ça c'est des choses qu'on a abordées un petit peu pendant les actualités professionnelles et c'est des choses qui tendent à être standardisées à un niveau européen et donc du coup forcément pression de lobbying sur quel système on va utiliser, etc. On a évoqué GS1 qui surtout tend à vouloir récupérer les données secondaires sur l'utilisation de nos produits de santé, donc tout ça c'est une grosse importance en termes d'impact sur notre profession et sur la sécurisation des données de nos patients. De la même manière, on a beaucoup discuté, et c'est vrai qu'on l'a abordé pas plus tard que sur la conférence d'avant, l'espace numérique européen, avec la possibilité de pouvoir partager des données de santé entre pays transfrontaliers. C'est un vrai bénéfice pour les patients, ça peut être un vrai danger pour nos données aussi. Donc là, il y a vraiment des grosses discussions et de la sécurisation à apporter via l'EHP notamment. Oui, c'est très important. Alors, tu as évoqué le GS1 et la récupération des données, qui est un enjeu financier considérable. Et un autre enjeu pour les pharmaciens hospitaliers, c'est que si on abandonne le code du CD-CIP, ça va coûter aux alentours de 3 milliards à la France, et c'est 3 milliards qu'on n'aura pas dans nos investissements.
notamment. Et n'oublions pas, on a parlé beaucoup d'interopérabilité. C'est le sujet de l'interopérabilité, il est sur cette codification-là aussi. Oui. Il y avait un mot-clé dans les diapos, là, c'était soutien, c'est-à-dire les équipes de soutien. Bon, traditionnellement, le préparateur, on le met assez vite dans les soutiens. Après, on a d'autres profils dans nos boutiques, sauf si l'AST ne fait plus partie du périmètre. Enfin, bon, on peut avoir des infirmières, des IBOD. Enfin, moi, j'ai effectivement tous ces profils-là. Alors, j'ai pas bien compris, du coup, le diagnostic ou l'état de maturité de ma pharmacie, là, tout à l'heure. Je sais pas si c'est un diagnostic au final pour dire, voilà, mon niveau de maturité de ma pharmacie. J'ai peur de m'apercevoir qu'effectivement le diagnostic n'est pas très positif. Il me manque en permanence dans ma boutique, entre guillemets, un informaticien. Alors je compte toujours sur un préparateur ou un pharmacien geek, mais enfin un vrai informaticien au quotidien me serait fort utile. Un responsable assurance qualité, un responsable biomédical, parce que là on n'est pas très aidé. Hein. Je rappelle que le mot-clé tout à l'heure dans le faisceau etc., c'était aide. Alors aide par rapport à l'IA. Néanmoins, si je reprends les deux tables rondes qu'il y a eu précédemment sur l'IA, il y a eu tous les automates, etc. Le mot qui revient en permanence, c'est le défaut d'interopérabilité, d'interfaçage, etc. J'ai cru entendre là, dans les armoires informatisées que, bon, je suis resté soft, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y en avait beaucoup qui étaient interfacés avec les prescriptions. Hein, ce qui fait que moi, l'infirmière, quand elle pioche dans l'armoire, elle prend Aaron parce que c'est le premier de l'ordre alphabétique et du coup va prendre tous les traitements chez Aaron. Voilà, parce que mais on manque énormément d'une aide informatique, assurance qualité. Je passe et d'autres profils. Hein. Bon, donc tant qu'on n'aura pas au sein, alors soit une aide vraiment véritable de ces profils-là dans l'établissement, soit les avoir au sein de nos équipes. Je pense qu'effectivement, on va mettre des années à pouvoir monter en puissance. Moi, je me demande, même d'ailleurs, dans le cas des cyberattaques, des pannes informatiques, comme là, nous, à la PHP, on en a eu une majeure là, début août. Bon, bah, du coup, on cherchait du papier. Hein. On était revenu au papier. Donc, moi, mon automate, moi, j'ai tous les automates hein, qui ont été décrits. Bon, de temps en temps, j'ai envie de remettre tout sur une étagère. Hein. Merci pour ce retour. Un droit de réponse, peut-être ? Non, pas par rapport à ce que dit Franck. Moi, je suis resté un peu sur ma faim, Geoffroy, par rapport au titre de l'intervention, crise de la démographie en pharmacie hospitalière. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement parlé de ça. À mes yeux, la crise, la tâche originelle par rapport à la crise de la démographie, au moins dans notre pays en France, j'ai quand même le sentiment que c'est la mutualisation de la première année avec l'ensemble des professions médicales et paramédicales. Et je voulais savoir en Europe s'ils ont fait la même connerie, à mes yeux, j'ai pas peur de le dire, parce que, bon, je vais faire un peu vieux con aussi et peut-être plomber l'heure de l'apéro, mais quand j'ai commencé mes études, on faisait des études de pharmacie, on avait peut-être 10% de gens qui avaient échoué en médecine ou des choses comme ça, mais la plupart des inscrits en première année étaient là pour faire des études de pharmacie. Aujourd'hui, et j'ai plusieurs amis enseignants dans les premières années de faculté de pharmacie, ils me disent tous qu'à 80%, les promos de deuxième année de pharmacie sont des résidus de gens qui n'ont pas eu médecine ou voilà, qui ont choisi pharmacie par défaut. Et pour moi, la tâche originelle par rapport à la démographie de notre profession, elle part de là. Et je voulais savoir si dans d'autres pays, ils avaient fait la même erreur que nous, parce que je considère que ça reste une erreur, ou si ils sont sur notre modèle. Alors, à un niveau européen, pour pouvoir déterminer la meilleure des thérapeutiques à appliquer, il faut avoir un diagnostic précis. C'est pour ça que la première action qui est effectuée sur ce projet de règlement de crise à un niveau européen, c'est l'évaluation. Finalement, c'est ces questionnaires qu'on est en train de remplir, ces évaluations qu'on est en train de faire, la récupération des données qu'on fait. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir le travail de l'ordre qui est fait effectivement de manière annuelle, qui nous donne énormément de données sur notre environnement en termes de démographie des pharmaciens
et de facto sur la section H aussi. Donc ça me permet de donner beaucoup de data à l'EAHP pour pouvoir effectuer ce diagnostic-là. En ce qui concerne finalement la problématique de la première année, elle a été mentionnée parmi les choses à mettre en place sur le long terme, effectivement, de faire une première année qui donne les armes aux étudiants pour comprendre et être en capacité de pouvoir obtenir les compétences nécessaires pour devenir pharmacien hospitalier par la suite. Néanmoins, sur ce projet, sur ce travail, on s'interdit d'essayer de déterminer systématiquement quel est l'élément déclencheur de cette crise, parce qu'il est fort probable que ce soit multifactoriel. Ouais, oui, j'entends bien, mais il y a quand même une certaine urgence. Quand on voit le taux de remplissage de la deuxième année l'année dernière et cette année, les problèmes qu'on rencontre déjà aujourd'hui vont être multipliés par 5 ou par 10 dans 6 ans ou dans 8 ans. Complètement, mais du coup c'est pour ça que ce qui est préconisé, c'est effectivement de recentrer la formation en premier cycle autour des besoins pharmaceutiques, mais aussi d'appuyer sur la communication auprès du grand public sur le métier du pharmacien, l'accompagnement des étudiants. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que à la question est-ce que les autres pays européens ont fait la même erreur sans le savoir forcément de manière très précise, j'aurais plutôt tendance à répondre non, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes systèmes que nous, ou peu, et pourtant ils rencontrent quand même la crise. Donc c'est pour ça que c'est multifactoriel, et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur tout de manière égale. Tu veux peut-être intervenir dessus ? Oui, pour moi non plus, il n'y a pas de première année commune dans les autres pays européens. Après, effectivement, il y a des problèmes de recrutement dès la première année. Là, je vais prendre ma casquette hospitalo-universitaire pour répondre, mais qui tente d'être réglé avec la réforme PASLAS, qui a encore plus complexifié l'entrée et qui normalement veut qu'on ait plus d'étudiants qui soient vraiment motivés par la pharmacie en deuxième année qu'avant. On verra si ça règle le problème ou pas. Les défauts de remplissage des promotions, il y a eu une promo qui était un peu compliquée. Là, on refait le point. Après, ils sont peut-être pas très motivés non plus. Toujours est-il que, en tout cas, nous en pharmacie, en pharmacie hospitalière, avec le concours, en fait, on n'est pas encore ce problème-là, parce que du coup, il y a toujours une majorité d'étudiants qui veulent passer le concours, et donc on a malheureusement au détriment de l'officine la chance de ne pas être touché par ce problème de manque d'étudiants motivés. Pour le moment, on verra, mais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques ? Moi, j'ai épuisé le sujet pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir grappillé sur le début de l'apéritif pour participer à cette session européenne. Je vous remercie surtout d'avoir autant participé, d'avoir posé des questions et d'avoir rendu ça très interactif. Une fois de plus, Nenad s'excuse de ne pas avoir été présent, d'autant qu'il adore venir chez nous. Je suis certain qu'il fera son maximum l'année prochaine pour être présent, le connaissant. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour ceux qui seront encore là demain.